Observons l'Amérique du Sud et l'Afrique. Ne dirait-on pas que leurs terres semblent pouvoir s'emboîter comme des pièces de puzzle? Eh bien, c'est que c'est en fait le cas. Mais il y a environ 130 millions d'années, l'Amérique du Sud a dit au revoir à l'Afrique et s'en est lentement éloignée. De nos jours, elle s'en trouve à environ 2900 km et elle est toujours en mouvement. Chaque année, le continent se déplace un peu plus vers l'océan Pacifique. Alors, comment cela se produit-il? Les plaques tectoniques sont en mouvement constant. C'est ce qui fait que la surface de la Terre se déplace au cours des millénaires, passant de ça à ce que nous voyons aujourd'hui. Mais ces mouvements se produisent tellement lentement que nous ne pouvons pas en être témoins. Donc non, les Brésiliens et Chiliens ne sentent pas leur continent se déplacer lentement vers l'ouest. Mais les chiffres ne mentent pas. L'Amérique du Sud se déplace bien. Et apparemment, elle semble vouloir s'éloigner le plus possible de cette immense chaîne de montagnes sous-marines qu'on appelle la dorsale médio-atlantique. Mais qu'est-ce qui pousse ainsi la Terre vers l'océan Pacifique? C'est la chaleur à l'intérieur de notre planète. Bien en dessous de l'océan, il y a des fissures dans la croûte terrestre. Et le magma, de la roche fondue très chaude, s'élève à travers ces fissures. Lorsque cela se produit, le magma se refroidit et se solidifie. Avec le temps, ce processus peut former des montagnes sous-marines, comme notre dorsale médio-atlantique. Et à mesure que de nouvelles croûtes se forment, elles se mettent à repousser les anciennes croûtes. Avec ce processus, les plaques tectoniques et les continents qui se trouvent au-dessus d'elles sont mises en mouvement. De l'autre côté de l'Amérique du Sud, du côté Pacifique, il y a la plaque de Nazca. Elle est très lourde et elle se déplace vers l'est. En raison de sa densité, elle s'enfonce sous la plaque sud-américaine. Ce processus porte le nom de subduction et il se produit à un rythme d'environ 7,60 cm par an. Pour info, c'est la collision entre ces deux plaques qui est à l'origine de tous ces impressionnants volcans qu'on trouve éparpillés à travers les Andes, et elle fait bouger le continent lui-même. Donc, selon les projections actuelles, et si tout se passe comme prévu, l'Amérique du Sud devrait un jour se retrouver vers le centre de l'océan Pacifique. Mais certains modèles suggèrent quelque chose de bien plus fou. Avant d'aborder cela, cependant, nous devons clarifier un point. Pourquoi diable l'Afrique ne suit-elle pas l'Amérique du Sud dans sa dérive? Je veux dire, ne devrait-elle pas se déplacer vers l'ouest, elle aussi? Eh bien, non. L'Afrique est autonome, car elle repose sur la plaque africaine. Donc, la dorsale médio-atlantique se situe entre ces deux continents. Et tout comme elle repousse la plaque sud-américaine, elle repousse la plaque africaine, mais dans la direction opposée. C'est comme si cette dorsale essayait de séparer ses deux anciens meilleurs amis. Mais ce n'est pas tout. L'Afrique est également influencée par le rift est-africain. C'est l'une de ces fissures immenses dont nous avons parlé plus tôt. Mais elle se trouve sur Terre, ce qui rend les choses encore plus spectaculaires. Elle provoque le lent déchirement du continent. C'est une longue histoire, mais disons simplement que le rift tire l'Afrique dans plusieurs directions à la fois. Bien, nous pouvons maintenant aborder les résultats de ces modèles que nous avons évoqués il y a 2 minutes. Cela concerne l'avenir de l'Amérique du Sud et de tout ce qui l'entoure. Théorie numéro 1. Elle pourrait se détacher de l'Amérique du Nord. Je sais, c'est complètement dingue. Mais ne paniquez pas, ça n'arrivera pas avant plusieurs centaines de millions d'années. Et je ne serai pas là pour voir ça. Vous voyez, ces deux continents se déplacent dans la même direction, mais à des vitesses différentes. La plaque nord-américaine avance d'environ 2,50 cm par an. L'Amérique du Sud, elle, se déplace un peu plus vite. Ainsi, bien qu'elles aillent dans la même direction, elles ne le font pas au même rythme. Au fil du temps, tandis que l'océan Atlantique continuera de s'élargir et que le Pacifique rétrécira, tout ce mouvement tectonique finira par séparer les Amériques. Deuxième théorie. La vie marine pourrait subir des changements majeurs. À l'heure actuelle, les Amériques agissent un peu comme un mur géant entre les océans Atlantique et Pacifique. À cause de cela, les animaux marins ont évolué différemment de chaque côté. Prenons l'exemple de la tortue verte. Celles qui vivent dans l'Atlantique ont tendance à être grandes et claires. Leurs cousines du Pacifique, en comparaison, sont généralement plus petites et plus foncées. Mais si un jour il n'y avait plus de terre pour empêcher ces deux populations de se mélanger, elles finiraient par créer de nouvelles routes migratoires, de nouveaux sites de nidification et un chevauchement beaucoup plus important de leur territoire. Maintenant, imaginez que ce scénario touche des centaines d'autres espèces, et les choses pourraient vraiment être bouleversées. Nous serions témoins de nouvelles interactions, de compétitions inattendues, et peut-être même de l'émergence de toutes nouvelles espèces. Théorie numéro 3, l'Amérique pourrait retrouver l'Afrique. En ce moment, la dorsale médio-atlantique est occupée à créer un nouveau plancher océanique, et à cause de cela,
l'océan Atlantique s'élargit lentement. Mais d'ici environ 125 millions d'années, les scientifiques pensent que ce processus pourrait s'arrêter. Selon eux, le plancher océanique arrêtera de s'étendre. Il commencera à être aspiré sous les continents. Lorsque cela se produira, l'Atlantique cessera de croître et commencera à rétrécir. Et le tronçon d'océan qui se trouve entre l'Amérique du Sud et l'Afrique sera probablement le premier à se voir aspiré sous la Terre. Cela signifie donc que les Amériques et l'Afrique pourraient finir par se rejoindre. Et si cela se produit, les pays frontaliers pourraient devenir des endroits extrêmement instables, avec des tremblements de terre constants et tout un tas de nouveaux volcans surgissant un peu partout. L'Est des États-Unis ne jouirait plus des pentes paisibles et verdoyantes des Appalaches. On y trouverait des sommets gigantesques et enneigés qui cracheraient de temps à autre de la lave et des cendres, un peu comme la chaîne des cascades. Ces pays se retrouveraient avec des voisins totalement nouveaux. Le Brésil pourrait rejoindre le Nigeria et le Cameroun. L'Uruguay serait voisin de l'Angola. Et l'Argentine pourrait partager une frontière avec l'Afrique du Sud. Et si ces deux continents venaient effectivement à fusionner, ce serait un peu la folie sur Terre. Pour commencer, ce nouveau supercontinent deviendrait le plus grand de la planète, environ 1,5 fois la taille de l'Asie. Et il y a de fortes chances qu'une toute nouvelle chaîne de montagnes se forme à la suture des terres, créant une frontière naturelle entre les nations. Disposer d'un grand continent comme celui-ci pourrait simplifier beaucoup de choses. Tout d'abord, le tourisme pourrait vraiment décoller. Les voyages d'un pays à un autre par voie terrestre, fini les billets d'avion si coûteux, changeraient vraiment la donne. Mais cela ne s'arrêterait pas là. D'autres types d'activités économiques bénéficieraient d'un essor considérable. D'un côté, nous avons l'Amérique du Sud, qui produit et vend déjà une grande variété de produits alimentaires. Du blé, des bananes, du bœuf, du cacao, du soja, etc. De l'autre côté, il y a l'Afrique, qui exporte des textiles et des vêtements. Leur réunion résulterait en un bloc super puissant en matière de commerce de matières premières. Mais savez-vous ce que ces deux continents ont également en commun? Oui, le pétrole. Les pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil, le Venezuela et la Colombie, sont de grands exportateurs de pétrole. Et de l'autre côté, en Afrique, nous avons le Nigeria, l'Algérie et la Libye qui font la même chose. Maintenant, vous comprenez à quel point une telle union serait puissante. Parlons maintenant des animaux. L'union de ces deux immenses terres pourrait provoquer des rencontres sauvages. Et si le capybara venait à partager son espace avec le crocodile du Nil? Ou si un paresseux apercevait une hyène du haut de son arbre? Cela pourrait même conduire à l'apparition de nouveaux hybrides, comme un cabicrodile ou un paressienne. Je sais, je ne suis pas très doué pour inventer des noms, mais surtout, ces animaux ne pourraient même pas s'accoupler, et ne le voudraient pas. Mais vous voyez ce dont je veux parler, et il n'y a pas que du positif là-dedans. Ces nouveaux animaux pourraient devenir d'importants prédateurs, des concurrents, ou même des parasites pour les plantes et les animaux déjà existants. Il faudrait beaucoup de temps pour que les choses se stabilisent dans un nouvel équilibre dans ces régions frontalières. Et honnêtement, personne ne sait vraiment combien de temps cela prendrait. La seule chose que je sais, c'est que ni vous ni moi ne serons là pour voir tout ça. Et c'est sans doute tant mieux.